Au sommaire des actualités TVCO cette semaine, rentrée parlementaire en compagnie de Caroline Desbiens. Les infirmiers et infirmières de l'urgence de l'hôpital de Baie-Saint-Paul innovent en gérant eux-mêmes leur horaire de travail. Un projet de 14 millions de dollars à Petite-Rivière-Saint-François. Quelle est la qualité de votre connexion Internet? La MRC veut savoir. Jean-Luc Dupuis et Suzy Gagnon lancent leur dernier film, L'île aux oies. Et enfin, au sport, on parle de virée nordique et bien sûr du sport des Grandes Ligues. Bonne émission. Les députés fédéraux retournent en Chambre cette semaine suite à l'élection du 20 septembre dernier et je me suis entretenu sur les priorités à venir en compagnie de Caroline Desbiens. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour. Vous commencez la session, un nouveau Parlement. Vous commencez la session parlementaire. Enfin. Enfin, oui, le 22 novembre prochain, c'est oui, bien ça? Oui. Depuis les dernières élections, vous êtes passé de critique du Bloc à la culture, qui allait bien avec votre métier de chanteuse. Et là, vous êtes maintenant critique du Bloc en matière de pêche et océan. Comment se sent la marsouine, je dirais, dans les pêches et océans? La marsouine navigue très bien dans les pêches et océans, tout aussi bien que dans la culture. Et c'est vraiment un cadeau pour moi parce que, évidemment, je suis une fille du fleuve, je suis née dedans. Donc, c'est des questions. Mon grand-père était marin, on pêchait dans le Saint-Laurent. Mon père a vu venir des problématiques, la problématique de la morue, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours et je pense que notre chef a bien saisi ça lorsqu'il est venu à l'île aux Coudres. Donc, vous plongez dans le nouveau défi avec bonheur. C'est ce avec que je bonheur, avec toujours un petit regard sur la culture, oui. Parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup puis qui m'interpelle tout autant que le tourisme. Tu sais, les choses nos expériences de vie, c'est ça qui nous habite, même en politique. Oui. Donc, j'ai toujours un petit regard là-dessus, mais évidemment, il y aura des beaux enjeux à traiter en matière de pêche et océan. Donc, avec mon ami Maxime Blanchet-Jonca, qui, lui, a la voix du Saint-Laurent, donc on est en collaboration pour ce dossier-là. À suivre de ce côté-là. Très intéressant. Maintenant, la session reprend, mais les dossiers, eux, continuent de rouler. Puis il y a beaucoup de dossiers dans les choses courantes, que l'on peut dire. On va regarder quelques-uns ensemble. Au moment d'enregistrer, on est vendredi, qu'est-ce qui arrive avec tous les dossiers qui sont à l'immigration pour les travailleurs qui doivent arriver au Club Med? Oui, le Club Med a fait appel à nos bureaux, en fait, qui se sont frappés pourtant avec une organisation béton. Oui, internationale. Internationale, qui n'ont pas l'habitude de se frapper à des monuments comme Immigration Canada. Donc, ils ont fait appel à notre dossier. On a évidemment porté ces dossiers-là, revisé avec eux. On a mis de la pression sur le ministère. Ça bloque où? Ça bloque, en fait, depuis presque 6 mois, je dirais, il n'y a plus grand-chose qui se passe dans les bureaux de l'immigration. C'était déjà problématique avant la pandémie. Les travailleurs étrangers temporaires, les mesures sanitaires n'ont fait qu'exacerber les problématiques qui existaient déjà. Donc, ce problème à Immigration Canada, d'après moi, est peut-être un problème de personnel. Il manque peut-être de monde. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas efficace. Mais est-ce que vous croyez que ça va se résorber prochainement? Parce que ces travailleurs-là sont attendus, on en a besoin. C'est comme les plants de fraises, ça n'attend pas. Quand j'appelle le ministre, je dis toujours, Monsieur le ministre, là, je comprends que vous êtes occupé, là, mais les plants de fraises, quand ils vont être prêts à récolter, ça va prendre du monde pour les ramasser. C'est comme ça, c'est la vie. Mais en fait, moi, je pense que le Québec devrait rapatrier un certain nombre de pouvoirs en matière d'immigration, dont les travailleurs étrangers temporaires. C'est ce qu'on défend au Bloc. En enlevant une couche de gouvernement, vous pensez que ça pourrait simplifier la situation? Il y a plein de choses qui se dédoublent comme ça, qui font en sorte que le système s'engorge. Et je pense que au tournant, là, comme le tournant qu'on prend là, en matière de relance économique, de retour de post-pandémie, je pense qu'il va falloir reviser justement ce genre de dédoublement de paliers. Là. Ça va être des choses dont on se parlera peut-être dans les prochains mois. Parmi les dossiers également, puis vous en avez parlé pendant la récente campagne électorale, il y a la réforme de l'assurance-emploi. Les groupes communautaires ici dans la région recommencent également à vouloir mettre ce dossier-là à l'avant-plan. Comment on réussit à aller de l'avant dans une réforme de l'assurance-emploi dans une situation de pénurie de main-d'œuvre partout? Est-ce que c'est pas difficile de pousser un quand on considère l'autre? Parce que de l'emploi, présentement, c'est pas ça qui manque. Là. Non, c'est pas ça qui manque, mais il y a quand même une part de gens il y a des emplois disponibles, puis il y a des gens qui sont pas capables de les combler. Alors, il y a tout un travail, je pense, de réforme, une grande réforme à faire, avec une perspective peut-être
qui s'adaptera aux besoins actuels. Par exemple, c'est quoi les besoins actuels? Bien, les besoins... C'est pas de trouver de l'emploi aux gens, là. Il y en a beaucoup d'emplois. Il y a tout le côté de l'intégration des nouveaux arrivants, de la francisation, de la formation, une formation qui est adéquate aux besoins de l'emploi. Donc, il faut arrimer ça. Et je pense que l'assurance-emploi est justement un outil important pour arrimer l'offre et la demande de travail. Pensez-vous que c'est une volonté du gouvernement de modifier ce régime? J'ai de la misère à évaluer les volontés du gouvernement à part d'aller en élection pour faire des... Mais bon, bref, j'essaie d'espérer, en tout cas, mais c'est une grosse machine, la réforme de l'assurance-emploi. Moi, je pense qu'on peut prendre du cas par cas, régler certaines petites embûches qu'on frappe et qui sont récurrentes, éviter les trous noirs. On parle de problèmes de main-d'œuvre, mais la rétention de la main-d'œuvre est importante. Pour avoir de la rétention de main-d'œuvre, donc pour garder notre main-d'œuvre ici, il faut leur donner des conditions et de la sécurité. Et la sécurité, ça passe par éviter de tomber dans un trou noir, même si c'est en travail saisonnier. Mettons que tu travailles l'hiver puis l'été, bien, il y a le printemps puis l'automne, là. Il y a vraiment des choses, il faut que ce soit plus adapté aux problématiques. Et c'est là qu'on peut faire une différence. Quels sont les autres dossiers qui vous apparaissent prioritaires à cette reprise, au moment où vous allez faire la reprise des travaux? Qu'est-ce qui vous apparaît prioritaire? Dans les grandes lignes, c'est évidemment les aînés. Je pense que l'inflation nous préoccupe. Oui. Notre proposition d'économie verte, de finances vertes, et on va mettre ça d'avant. Puis on ne met pas d'avant juste au Canada. On en parle partout dans le monde, puis c'est quelque chose qui a été remarqué à la COP26. Je parlais des aînés tantôt avec l'inflation. On nous a prévu 60 $ de plus par mois pour les aînés en janvier 2022. On demandait 110 et on est en train de se dire que c'est même pas assez. Donc, on trouve qu'il y a vraiment un travail à faire pour les aînés. Ils ont des problèmes. Problèmes aussi avec la PCU, PCRE, qu'ils ont eu de la PCU. Maintenant, on leur retire le supplément de revenu garanti. Ces gens-là sont en difficulté, on le sait, on en a beaucoup au bureau. Donc, les aînés vont prendre beaucoup de place. Les aînés, le transfert en santé, c'est lié, parce que les transferts en santé, c'est important. Évidemment, l'économie de la région passe par le tourisme, passe par la main-d'œuvre, donc c'est des choses qu'on va s'occuper. En terminant, Mme Desbiens, j'aimerais savoir, pensez-vous que le gouvernement minoritaire de M. Trudeau a besoin du Bloc québécois pour gouverner Ottawa? Je vous dirais que dans les derniers développements de leader à leader, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'affinité que ça, puis il n'y a pas tant d'arrimage de fait avec le NPD. Donc, parce qu'on prenait pour acquis que le NPD, les libéraux, allaient créer une fausse majorité. En tout cas, nous, de notre bord, on sent qu'on nous interpelle. Donc, ça ne passe pas si facilement que ça. Et on sera là. En fait, notre travail, c'est de bonifier souvent ce qui est proposé par le gouvernement pour que ça fasse davantage l'affaire du Québec, pour qu'on reste fort, qu'on reste un État fort économiquement, socialement. Et c'est à ça qu'on travaille. C'est notre mandat. On nous a envoyés à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec, porter la voix du Québec. Et quand il y a quelque chose qui se passe au Canada qui n'est pas bon pour le Québec, bien, on est là comme sentinelle, puis on le dénonce. Donc, ils sont obligés de tenir compte du Québec, et c'est très bien. Madame Desbiens, merci d'être venue nous voir et je vous souhaite une bonne session. Merci. Au plaisir. Beaucoup. Élisabeth, bonjour. Bonjour, Martin. Élisabeth, la question de la gestion des horaires de travail à l'urgence de l'hôpital de Baie-Saint-Paul a fait beaucoup parler cette semaine. Oui, et j'ai rencontré les principaux concernés, dont le responsable des urgences de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, une infirmière, la responsable syndicale et la représentante du Living Lab Charlevoix, afin de dresser le portrait de la situation. Voici le reportage. La pénurie de main-d'œuvre n'épargne personne et à l'urgence de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, on a voulu remédier à la situation cet été. Donc, le personnel de l'urgence de Baie-Saint-Paul a décidé d'aller pour l'option de faire des quarts de 12 heures pour la période estivale. Puis, on s'est dit, on essaie ça, puis on se reparle plus tard. C'est d'abord le personnel infirmier qui a levé la main et qui a insisté pour un horaire plus flexible. Donc, on nous a annoncé au mois de juin, je crois, qu'on fermerait là, de soir et de nuit. Donc, on a réagi assez mal au départ, je dirais. On a été secoués là, par la chose, bien qu'on comprenait tout à fait. Par contre, on avait un souci de collaboration quand même là, pour trouver la solution au problème. Donc, c'est nous qui avons offert des pistes de solutions. On peut faire des quarts de 12 heures. De cette façon, on peut avoir des infirmières de libérer pour aller prêter main forte à la Malbaie et réduire de beaucoup le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire. Fait qu'on a décidé de faire ça
Et on s'est assis tout ensemble parce qu'au début, il y a un horaire qui était proposé qui ne nous plaisait pas, qui est un petit peu plus rigide. Et en équipe, nous, on s'est assis tout ensemble pour essayer de faire un horaire là, qui convenait à toutes, mais qui était, somme toute, assez atypique. Sans le travail et l'écoute de Donald Caron, qui remporte le Sceau de l'excellence du CIUS de la capitale nationale, le changement aurait été plus difficile. Un coup de pouce extérieur a d'ailleurs rendu l'échange et le dialogue encore plus concrets. L'équipe de Richard Fleet savait qu'on était en difficulté, donc ils nous ont appelés, nous ont offert de l'aide. Écoutez, on aurait un stage, là, on a des 5 stagiaires d'étudiants en médecine qui seraient intéressés à venir vous prêter main forte. J'ai tout de suite accepté parce que moi, ça fait 20 ans que je suis gestionnaire, donc je fais toujours la même chose en espérant des résultats différents. Je commence à penser que j'étais fou, à essayer d'avoir des attentes différentes. Donc, ces étudiants-là, c'est des juniors, c'est des étudiants en médecine qui connaissent pas encore le réseau. Donc, je les ai laissés entrer dans le réseau, dans les urgences, parler à mon monde sans que je sois là, poser des questions, essayer de sortir de la boîte habituelle du cadre du réseau de la santé. Donc, ça permet à mes employés de s'exprimer, amener des idées sans que le gestionnaire soit là pour inconsciemment amener un frein aux discussions. Le projet du Living Lab Charlevoix permet aux entreprises de trouver des solutions qui sortent des standards habituels. Et pour l'hôpital de Baie-Saint-Paul, c'était une opportunité en or. On est parti en quelques jours. On a rencontré des infirmières sur notre Zoom, des politiciens, des gestionnaires. On a eu vraiment les gestionnaires qui étaient en charge de prendre la décision, qui ont pris du temps précieux de nous expliquer comment que c'était arrivé puis comment que c'était venu. Fait que on a travaillé pendant une semaine à apporter des solutions, sur ça. Puis pendant ce temps-là, bien sûr, eux aussi travaillaient très fort. Puis les infirmières se sont mobilisées à dire non, on pense qu'on a trouvé une solution pour que ça se passe pas comme ça. Fait que le mérite est totalement à eux, mais nous, on a continué dans cette voie-là où nos étudiants sont allés interviewer sur le terrain des infirmières des urgences de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie pour vraiment essayer de voir avec eux comme s'il y avait une baguette magique, qu'est-ce qu'ils feraient pour changer la situation? Puis là, c'est mis à sortir toutes sortes de solutions créatives, plausibles, etc. Fait que on est rendu là où on a présenté le rapport aux infirmières dernièrement et on est en train de réfléchir à la suite. Pendant 3 mois, les infirmières ont fonctionné sur un horaire de 12 heures par jour, 7 jours semaine, avec une semaine de congé, ce qui a réduit de moitié le temps supplémentaire et de 80 % le temps supplémentaire obligatoire. Après avoir passé l'été, on a décidé de s'asseoir ensemble, les équipes et moi. Donc, on a décidé de reproduire pour un 2e mois un nouveau modèle d'horaire, encore à la demande du personnel. C'est vraiment des horaires à la carte. Certains ont décidé de faire les 7 jours d'affilée. D'autres ont décidé de faire 3 quarts de 12 heures, un congé, 3 quarts de 12 heures, un 8 heures pour avoir 6 jours de congé au lieu de 7. Puis d'autres ont décidé de faire 4 12 heures, 4 8 heures. Donc, c'est vraiment la carte. Le personnel, moi, ils m'ont donné leurs contraintes. J'ai essayé de faire un horaire avec mes partenaires RH. On leur a proposé. Ils ont dit non, ça ne nous convient pas. Donc là, comme gestionnaire, ça prend un lâcher-prise important. Hein? Il a fallu que je me gère moi-même en leur disant, bien, écoutez, je vous donne carte blanche. Voici le canevas de base. Vos noms sont là. Je vous demande, on va faire un leadership partagé. Je vous demande de me faire une proposition d'horaire. Donc là, c'était selon vos besoins, par heure d'ancienneté, les personnes se sont placées à l'horaire et m'ont remis ça 24-48 heures plus tard. Puis ça marche. Cette solution n'est pas inconnue de la FIC, mais aurait dû être arrimée avec les instances syndicales dès cet été, selon Caroline Larochelle. En fait, il y a déjà une rencontre qui est prévue la semaine prochaine avec l'employeur là, pour justement voir à baliser tout ça et encadrer via la convention collective. Parce qu'en fait, l'autogestion d'horaire, pour nous, c'est un plus. On l'a déjà négocié dans notre nouvelle convention collective, donc on aimerait l'implanter. Par contre, ce qu'on veut, c'est autant que faire se peut, pouvoir respecter nos conventions collectives, donc l'attacher vraiment à ce qu'on a déjà de planifié et non de le faire avec une belle initiative. Il faut quand même saluer la belle initiative, mais quand même, les syndicats doivent être impliqués dans ce type de projet. C'est super important. Sur le terrain, la réponse est positive. L'équipe en place a trouvé des solutions et souhaite poursuivre dans ce sens. Le climat était rendu assez toxique, là. On vous dirait qu'on était stressé, on avait beaucoup de temps supplémentaire. Il n'y avait pas un bon climat de travail. Ça a été difficile aussi au début avec les 12 heures parce qu'on a eu beaucoup de négociations à faire entre nous. Mais je dirais qu'après, somme toute, maintenant, là, c'est très, très positif. Là. On a une belle équipe. Là. On est tous bienveillants les uns envers les autres. On a un souci de collaboration. On se sent écouté, impliqué.
Donc, ça a vraiment aidé. Si la tendance se maintient, des projets similaires pourraient voir le jour dans d'autres hôpitaux du Québec. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Un projet de développement touristique d'une valeur de 14 millions de dollars est annoncé à proximité du village de Petite-Rivière, Saint-François, et je me suis entretenu avec son promoteur, M. David Brassard. M. Brassard, bonjour. Bonjour. D'abord, parlez-nous de votre groupe, parce que ça fait quand même plusieurs années que vous œuvrez à proximité, je dirais, d'attrait de villégiature. Vous êtes entre autres au Mont-Saint-Hilaire. Quel genre d'entreprise êtes-vous? Qu'est-ce que vous développez? En fait, le groupe BBC, c'est une entreprise familiale qui a 13 ans d'histoire, qui œuvre principalement dans le domaine de la construction résidentielle. Donc, on développe principalement des projets résidentiels, majoritairement sur la rive sud de Montréal. Oui. Donc, à Mont-Saint-Hilaire et dans les environs. Mais on s'est amouraché de la région de Charlevoix par un concours de circonstances. Là, justement, mon beau-père qui a investi en 2009 avec M. Chagnon à faire l'acquisition de terrain pour continuer le projet que Jonathan avait entamé là, quelques années plus tôt. Fait que, c'est ce qui nous a amené à nous impliquer dans le développement à Petite-Rivière-Saint-François. On a fait entre 2013 et 2018 quelques constructions dans le domaine de la falaise. Oui. Et on a évidemment travaillé à la planification de divers projets, dont celui de Grande-Pointe, qu'on appelle Grande-Pointe-sur-Mer. Votre groupe est donc propriétaire foncier de terrain à Petite-Rivière. Votre projet, vous voulez vraiment le situer sur le secteur Grande-Pointe. De quel secteur on parle précisément à Petite-Rivière-Saint-François? Le projet de la Grande-Pointe, oui. En fait, le projet de Grande-Pointe est au bout du village, à peu près à 2 km de la base du massif de Petite-Rivière. Le terrain, en fait, le site se compose de plusieurs lots qui ont été regroupés, là, qui appartenaient à M. Chagnon à l'époque, qui avaient été vendus à M. Chapdelaine et que nous, on a racheté en 2020. En fait, donc, on parle d'un lot, là, c'est au pied de la côte là, qui mène, entre autres, à la coop de l'affluent. Donc, c'est tout au bout du village, mais avant de commencer à remonter dans la montagne. C'est bien ça, hein? Exactement. En bordure du fleuve. En bordure du fleuve. Parlez-moi de votre projet un peu. Vous voulez, qu'est-ce que vous demandez comme autorisation à la municipalité? Qu'est-ce que vous voulez construire? Bien, en fait, on a présenté ce projet-là à la municipalité en 2019 devant les membres du comité et les conseillers de l'époque. C'est un projet de villégiature, on ne se le cachera pas. Donc, résidence pour tourisme? Résidence de tourisme. OK. Qui est composé de 2 bâtiments de 6 unités et de 8 bâtiments de 3 unités. Ainsi qu'au bout du terrain, qui est un petit peu plus étroit, là, on a 3 unités unifamiliales, si on veut. Pour un total de? Pour un total de 39 unités. Est-ce que cette construction demande des modifications au zonage actuel? Non. Le zonage, en fait, avait été modifié à l'époque suite à la présentation du projet là, lors de la refonte du plan d'urbanisme de la ville. Donc, il y a des modifications qui avaient été apportées pour permettre que le projet voit le jour tel que proposé. Les modifications réglementaires qui avaient été nécessaires, c'était surtout des modifications sur les axes d'implantation, parce qu'on propose une implantation qui est plutôt organique, là, qui n'est pas linéaire, parce qu'on voulait pas venir, on veut venir s'insérer dans un village qui a une longue histoire, alors on ne veut pas venir implanter un projet rectiligne. Fait que l'idée était de laisser les percées, je pense que le conseil était sensible à ça, là, c'est laisser les percées visuelles sur le fleuve. Fait que l'implantation des bâtiments est plutôt aléatoire. Dites-moi, ici, on dit que s'il y a si peu d'offres de logements actuellement dans la région pour les travailleurs, c'est que les entrepreneurs préfèrent construire des résidences touristiques parce que c'est plus payant. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez me parler de la différence entre je dirais le pourcentage de revenus, là, mais en tout cas les profits qu'engendre une construction touristique versus les profits qu'engendre une construction résidentielle? Est-ce qu'il y a vraiment une telle différence? Bien, en fait, ce n'est pas la différence entre les profits qu'engendrait l'un ou l'autre, mais
bien la demande qui est ressentie du moins de notre part. C'est-à-dire que la demande actuelle, c'est énormément des gens qui désirent investir pour de la résidence touristique. La plupart de la clientèle qu'on a et qui est visée sont aussi des amoureux de Petite-Rivière et de ses attraits. Et c'est souvent des gens qui veulent une résidence secondaire, mais que le fait de pouvoir la louer, la mettre sur le marché locatif, leur permet de se permettre ce rêve-là, en fait. Donc, ça va être une formule un peu condo-hôtel, là. Donc, les gens achètent et puis vous assurez une partie de la location, à l'exemple de ce qui se fait déjà beaucoup à Petite-Rivière-Saint-François. Oui, bien pas condo-hôtel. Là, les gens vont être vraiment propriétaires de leur unité. Là, donc, il n'y aura pas de notion nécessairement de partage. Les gens sont libres de louer ou de ne pas louer. Il n'y a personne qui aura l'obligation de faire de la location touristique. Donc, ça, c'est quand même une nuance importante. Donc, ça pourrait accueillir des résidents éventuellement. Absolument. Si des résidents se montrent intéressés à ce qu'on va offrir, il n'y a aucun enjeu. Là. Il n'y a pas d'obligation. Là. Et je vous pose la question comme ça. Maintenant que l'on sait, peut-être ça ne s'est pas rendu chez vous, mais maintenant que l'on sait que les besoins en construction résidentielle sont énormes dans notre région, vous, comme promoteur, je comprends que si ça répond à une demande, vous pourriez être intéressé à développer de ce côté-là. Absolument. On a un terrain qui est aussi sur Principal, un petit peu dans le village, qui s'appelle Saint-Ulrich. Ça vous dit probablement quelque chose, là, où il y avait un ancien garage. Oui. Ce terrain-là, on veut travailler avec la municipalité pour développer une offre résidentielle qui n'aura pas d'autorisation de location touristique. Là. Maintenant, ce projet que vous lancez est déjà sur les planches à dessin depuis 3 ans. À quel moment vous pensez entreprendre la construction dans le contexte actuel? Puis est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez envisager une ouverture prochaine ou en tout cas mettre une date potentielle sur une ouverture officielle? En fait, nous, on est en train de finaliser les derniers détails, dont tout l'aménagement paysager du site. Donc, on travaille avec une firme d'architectes du paysage et une urbaniste pour l'aménagement du site. On a divers ingénieurs là, qui sont impliqués au niveau géotechnique parce tout le terrain est affecté légèrement par une zone de mouvement de terrain. Oui. Donc là, on est en train de travailler ces derniers détails-là, puis on aimerait idéalement mettre en chantier le projet à l'été 2022. Pour une livraison à l'hiver 2023? On aimerait à l'hiver 2023. Est-ce que c'est réalisable? Il faut savoir qu'on va fort probablement travailler avec des entrepreneurs locaux, donc on ne construira pas nous-mêmes à Petite-Rivière-Saint-François. On va travailler avec des gens de Baie-Saint-Paul ou de Petite-Rivière. Oui. Et puis, les carnets de commandes, à ce qu'on comprend dans Charlevoix actuellement, sont pas mal bien remplis. Là, et la demande est très, 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 très forte pour la construction. Donc, on saura réellement dans les prochains mois à quel moment vous pourrez entreprendre et à quel moment vous pourrez livrer. Tout à fait. Monsieur Brassard, je vous remercie beaucoup. Bon chantier, puis au plaisir de vous Merci. revoir développer le centre-ville de Petite-Rivière. Ça m'a fait plaisir. Quelle est la qualité de votre connexion Internet? C'est ce que la MRC de Charlevoix veut savoir. J'accueille en studio Karine Horvat, directrice générale de la MRC de Charlevoix. Madame Horvat, bonjour. Bonjour, Elisabeth. Bienvenue dans notre studio style télécommunication aujourd'hui. Oui, c'est de circonstances. Exactement. On parle d'une campagne participative de mesure des performances de l'Internet. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? En fait, on a eu une très belle nouvelle l'été dernier. Dans le cadre du programme Opération Internet haute vitesse, le gouvernement du Québec, évidemment, souhaite offrir la desserte Internet haute vitesse partout dans l'ensemble de toutes les régions. Absolument. Et il y a des télécommunicateurs qui ont été retenus. Donc, dans notre cas, pour le territoire des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est également, c'est Vidéotron. Okay. Alors, plus de 220 résidences sont admissibles, ont déjà été identifiées par Vidéotron comme étant non desservies. Toutefois, il y a de la place aussi pour ajuster en fonction des territoires qui sont mal desservis. On pourrait réussir à faire ajouter certains secteurs si les tests de performance nous prouvent, par exemple, que la vitesse n'est pas là, le 50 mégabits qui est considéré comme une vitesse minimale.
Puis on parle de combien de personnes qu'on pourrait ajouter à ce moment-là? Bien, en fait, il n'y a pas de nombre, c'est plus des secteurs. Donc, c'est pour ça qu'on invite la population à aller faire le test sur le site vitesseweb.ca. Plus de gens vont le faire, plus on va pouvoir documenter la réalité. Alors, il y a comme une différence entre ce qu'on a, par exemple, évidemment, Vidéotron se base sur des cartes, des données disponibles là, à Industrie Canada, par exemple. Toutefois, la réalité, des fois, elle est autre. Alors, dans les faits, les gens nous disent souvent, on me dit que j'ai accès à 50 mégabits, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que les tests permettent là, de vraiment mieux documenter la problématique s'il y en a une dans certains secteurs. Puis ce test-là, en tant que tel, comment ça fonctionne exactement? Bien, on doit aller sur le site Internet, le placer dans la barre en haut, là, pas faire une recherche sur Google parce que ça va nous donner accès à des sites de tests de performance. Okay. Mais on veut vraiment celui-là, c'est-à-dire c'est vitesseweb.ca. Donc, on le place en haut. C'est un questionnaire qui a été préparé, en fait, par la Fédération québécoise des municipalités. Alors, toutes les régions du Québec sont couvertes et ont accès à ce site-là. Et on peut aller sélectionner notre MRC. Alors, dans un menu déroulant, on choisit la MRC de Charlevoix. Notre adresse apparaît. Il y a quelques questions sur notre niveau de satisfaction, par exemple, à Internet. Le coût, qu'est-ce que ça peut représenter? Parce que, oui, dans certains secteurs, c'est un enjeu. Oui, ils ont accès, mais à des coûts très, très élevés. Donc, une fois qu'on a répondu, c'était important dès le départ de faire « J'accepte » aussi. Il y a une case où il faut cliquer sur « J'accepte » pour accepter, en fait, que les données soient partagées et transmises à la Fédération québécoise des municipalités. Et ça peut être fait uniquement à partir d'un ordinateur et non un téléphone ou une tablette, c'est ça? C'est ça, parce qu'on parle d'offrir Internet haute vitesse à la maison. Donc, que ce soit des résidences principales ou secondaires, là, parce que les chalets sont admissibles également. Il faut que ce soit à partir du domicile. Donc, on ne peut pas le faire sur un appareil cellulaire. L'objectif du programme n'est pas d'offrir l'Internet sur cellulaire, mais bien à la maison, permettre le télétravail, évidemment, le développement, et avoir accès à, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas du luxe, hein, l'Internet haute vitesse, c'est un service de base auquel on souhaite là, que le plus de gens possible aient accès. Et parlez-moi des partenaires. Vous allez travailler ou vous travaillez en ce moment avec la CAQ, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'ajoutent à ça? Bien, en fait, la Fédération québécoise des municipalités va travailler avec nous à identifier les secteurs, on va documenter. Donc, si les gens veulent inviter leurs voisins, s'ils ont aussi une problématique dans leur secteur, dans leur rue, dans leur quartier ou évidemment dans un rang, s'ils se situent dans un rang dans une municipalité rurale, bien, c'est de le dire aussi aux voisins parce que plus on va avoir de données et de tests dans un même secteur, plus ce sera facile de documenter la problématique. Et par la suite, on travaille avec Vidéotron. Vidéotron va recevoir ça, va regarder aussi dans quelle mesure on peut justement réussir à faire ajouter des secteurs. Donc, c'est important de faire le test pour nous aider, les municipalités, les MRC, les télécommunicateurs, à aller chercher, là, en fait, le plus d'aide financière possible qui vont nous permettre d'offrir le service. C'est ça, parce que dans le fond, dépendamment du nombre de personnes qui vont répondre à cette campagne-là, ça va un peu équivaloir au nombre d'argent qui sera alloué pour aider. Oui, puis si Vidéotron a déjà des secteurs, là, comme je le disais, d'entrée de jeu, peut-être que les gens vont faire le test puis qu'ils se trouvent déjà dans un secteur qui sera inclus dans le projet, donc c'est tant mieux. Par contre, si les gens figuraient dans un secteur qui n'était pas couvert par le projet de Vidéotron, bien là, il y a des chances qu'on puisse le faire ajouter. Alors, c'est ça le défi qu'on a, de ne pas oublier personne, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de secteur qui soit oublié. C'est pour ça qu'on trouve important de le dire à la population le plus largement possible, que les gens en parlent aussi à leurs voisins, pour éviter qu'une fois que les cartes seront arrêtées, que les territoires seront définis, qu'il y ait au moment où il n'y aura plus de possibilité d'ajouter, bien, on voudrait là, avoir inscrit le plus de gens possible. Et on a jusqu'à quand pour faire répondre à cette campagne-là, ce sondage-là? Bien, en fait, il faudrait le faire le plus rapidement possible. Oui. Donc, si c'est possible, dans les prochains jours. Il y a eu une difficulté d'accès là, au site dans les dernières semaines, mais là, il est fonctionnel, ça marche, donc il faut vraiment aller sur le site. À partir de maintenant, dans les prochains jours, d'ici la fin du mois de novembre, on va regarder avec Vidéotron là, en décembre, parce que là, les cartes vont se finaliser et vont être déposées là, auprès du gouvernement. Absolument. Donc, on invite les gens à la maison à se rendre sur vitesseweb.ca et de remplir cette campagne. Ça prend que quelques minutes. Exact. Puis je pense que ça peut juste être utile et ça peut juste nous aider et aider l'ensemble de la population. Absolument. Madame Horvat, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Merci, au revoir.
Jean-Luc Dupuis et Suzy Gagnon lancent leur nouveau film et ça s'intitule « L'île aux oies ». Moi, je m'appelle Gilles Gagné. Je suis un guide de chasse et je m'occupe de l'île avec ma femme Gina. Je suis né à l'île aux oies. On a été la dernière famille à quitter l'île pour s'en aller à l'île aux grues. C'est en 2019 que le cinéaste et docteur Jean-Luc Dupuis s'est rendu à l'île aux oies pour la première fois. Il y a fait des découvertes surprenantes qui l'ont mené à documenter son histoire. Essentiellement, l'histoire de l'île aux oies est intimement liée avec l'histoire de la colonie et les oies. Vous voyez à ma gauche ou à votre droite, je suis devant des oies sauvages. C'est 3 degrés ici. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Charlevoix fait partie du bouclier canadien de la chaîne de Laurentides. Mais dès qu'on arrive de l'autre côté, on est dans les Appalaches et tout l'archipel de l'île aux grues a été, comme j'ai dit, relié aux seigneurs, aux intendants, occupé pendant 2 siècles par les religieuses. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que après un club de chasse, l'île est tombée comme en désuétude, en dormance. Et actuellement, il s'est fait un projet écologique spécial sur lequel je voulais m'attarder. Un aperçu sur le passé de l'île qui permet de mettre en lumière la chasse à l'oie, les vestiges des communautés religieuses et de la colonisation. J'ai été extrêmement privilégié d'avoir contact avec ces personnages-là qui ont accepté de participer. Même le grand archéologue Marcel Mousset qui a fait des fouilles sur l'île aux oies pour nous rappeler que c'est un endroit qui était un endroit de passage au début de la colonie et qui était à ce moment-là où la Côte-Nord n'existait pratiquement pas. La vie se faisait sur la rive sud. La musicienne Suzy Gagnon a participé activement à la conception du film, ce qui a permis de créer une musique unique en son genre. Alors, ce film-là est vraiment une belle aventure, je dirais, dans la recherche, pour moi personnellement, au niveau de la recherche sonore, parce qu'avant tout, c'est un film historique. Alors, c'est un film d'archives historiques sur l'île aux oies. Et puis, mon rôle vraiment, c'était d'essayer de mettre une musique justement qui pouvait là, suivre le côté archiviste, le côté historique là, de cette île-là, puis essayer de garder le sens de ce que Jean-Luc voulait amener finalement à nous dans notre perception de ce documentaire. Le plus grand défi technique sur les 3 années de tournage a été la température. En fait, les défis au niveau technique, ça a été beaucoup au niveau de la température, parce que vous savez que l'île est séparée aussi à toutes les années là, par la Grande Marée. Alors, à ce moment-là, au niveau de la température, puis au niveau justement des particules qu'il y a dans l'air et puis la brume, alors pour être capable de filmer des scènes dans ces contextes-là, les petites caméras sont assez sensibles. Il ne faut pas vraiment qu'il y ait de gouttes d'eau dans les lentilles. Alors, je dirais au niveau technique, ça a été vraiment le challenge. Présenté d'abord aux citoyens de l'île aux grues, le documentaire L'île aux oies prendra l'affiche au Domaine Forget le 20 novembre pour ensuite poursuivre une tournée à Montmagny et à Québec. Les gens n'ont qu'à envoyer à série-charlevoix@gmail.com. Ils n'ont qu'à inscrire leur nom et leur numéro de téléphone. Et peut-être on va pouvoir en prendre sur les lieux. Mais pour le moment, essayons de suivre un peu l'invitation que je fais. Puisque les règles sanitaires nous obligent à avoir un numéro de téléphone. Ceux qui n'auront pas suivi, bien, peut-être sur place, on pourra les prendre en note. Mais on va passer un bon moment. Élisabeth Pailleur pour TVCO. C'est maintenant le temps de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jaudoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, on annonce le grand retour de la virée nordique. Oui, l'événement qui revient pour sa 9e édition. Donc, c'est un peu là, un retour à la fête, là, si on peut, vu les conditions comme on le connaît, parce que tout revient. Donc, là, une 9e édition, je pense, qui va être très amusante à célébrer cette année. Et ce qu'on comprend, là, c'est que c'est déjà très populaire. Oui, bien en fait, même c'est populaire parce que c'est déjà à moitié complet. Je vais le dire comme ça. Tout d'abord, de 1, ça se passe du 1er au 28 février, donc activité hivernale d'après les fêtes. Bien ça sûr. Se prend pour digérer un peu les fêtes. Le pâté. Et voilà, ça se prend toujours
très bien. Donc, pour les inscriptions, c'est ouvert sur le site de l'édition virénordique.com. OK. Donc, c'est ça. Mais là, oui, il faut faire attention parce qu'on avait déjà des préinscriptions qui étaient lancées depuis mars dernier pour certaines activités. Donc, pour ces raisons-là, il y en a quelques-unes qui sont déjà complets. Et on y arrive justement à lesquelles. Ouais. Donc, le marathon de ski de fond, 43 km en bordure du fleuve entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Un des plus beaux marathons à faire. Absolument. En ski de fond. La preuve, c'est le plus beau, mais c'est aussi le plus complet. Alors, complet. on va y aller comme ça. Et OK. aussi, un 15 km de la virée des glaces au Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, complet également. Donc, c'est les deux plus populaires, c'est les deux complets. Qu'est-ce qui reste là où on peut s'inscrire dans les prochains jours? Oui, alors il en reste. Donc, tout d'abord, il y a 2 activités pour faire bouger les jeunes parce que c'est important, notamment le triathlon nordique des jeunes. Ça, évidemment, à noter, ça va se faire si le contexte sanitaire le permet. Oui. Il faut prendre ça en ligne de compte. Également, on a toujours le ski au thon. Ça, par contre, ça prend un appui du public important parce que c'est une levée de fonds pour la Maison des jeunes de la Malbaie. Alors, si le public ne donne pas de dons, bien, l'activité, ça n'existe pas. OK. Donc, ça, c'est important. Également, on a les classiques, la course du Yeti. Ceux qui s'en souviennent, le Yeti qui est un personnage mythique, bien sûr, à observer. Également, Journée de la famille et le kilomètre vertical pour les athlètes avec le cœur. C'est nouveau, ça, le kilomètre vertical. Oui, honnêtement, c'est assez spécial. C'est du souffle, un bon cardio. Faut que tu sois sûr que ton corps soit adéquatement bien reposé pour le faire parce que sinon, bonne chance, mes amis. Merci, M. Jaudoin. Oui. On apprend également qu'on a une équipe de la région qui va participer au tournoi international de hockey Pee-Wee à Québec. Oui, la bonne nouvelle, donc on parle des Rorcal Solugaz N13-2A. Ça, évidemment, on les a ici? Oui, on les a ici, donc on voit que c'est pas très vieux. Hein. Ce sont des jeunes athlètes en devenir. Et voilà, c'est que le dire. Donc oui, ils vont participer au tournoi Pee-Wee de Québec qui va se passer du 9 au 20 février 2021. Et ça aussi, Martin, le tournoi revient après 1 an de cancellation. Donc vraiment, là, on retrouve un peu le souffle pour les jeunes athlètes et pour eux, c'est fantastique. Alors, bonne chance au Rorcal. Absolument, absolument. Par ailleurs, un club qui a un petit peu moins de chance oui. ou qui ne fait pas sa chance, on ne peut pas ne pas parler du Canadien qui va plutôt très mal. En fait, ça va mal. C'est épouvantable comment est-ce qu'on joue. Je m'excuse de le dire comme ça, mais ça va vraiment mal. Là, c'est des défaites par-dessus défaites. On dirait qu'on joue pour la forme. Là, la bonne nouvelle, parce qu'à quelque part, il faut trouver des bonnes nouvelles malgré les défaites. Ouais. Y en a-t-il? Où sont-elles? Oui, où sont-elles? Il y a 3 joueurs qui ont recommencé à patiner dernièrement. Alors, on parle de Price, qui est le joueur attendu de l'équipe depuis le début de la saison. Johan Edmondson également qui s'entraîne et Cédric Paquette qui devrait revenir sous peu. Là, il faut savoir que Price, lui, il a 4 étapes de développement avant de revenir au jeu. Actuellement, il est au premier stade. Donc, selon moi, là, on parle peut-être plus après les fêtes, à moins, bien sûr, qu'il fasse un stade à chaque semaine, là, mais ça sent un retour plus pour après les fêtes. Mais là, présentement, j'ai l'impression qu'on joue pour la forme parce que là, je pense que les chances de faire les séries sont pratiquement nulles, à moins de remporter 40 matchs qui, honnêtement, va être impossible. On a ramené Cole Caulfield à Montréal. On était content parce qu'on avait de la vitesse, on avait un peu de talent. Oui. Il a bien fait. Mais tout de même, on a eu notamment une débandade de 6-0 face aux Pingouins. Donc, présentement, là, on tarde. J'ai l'impression qu'il faut jouer collectivement et espérer que ça passe parce que présentement, rien qui marche. Ce sera donc une saison difficile pour les partisans du Canadien. Oui, donc, c'est de continuer quand même de les encourager. Mais oui, là, je pense que définitivement, juste avant les fêtes, déjà, après seulement à peine 2 mois d'activité, je pense que c'est déjà clair que le CH, à moins d'un miracle, du tonnerre inattendu, ne fera pas les séries. Maxime Jaudoin, merci beaucoup pour ces nouvelles. Ça fait plaisir. Alors, c'est tout pour cette semaine de Bulletin d'actualité. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous dis à la prochaine.